Bonjour à tous, c'est le billet philo d'Entre nous cultures. Un billet cette semaine intitulé Agriculteur : le mot est lâché. Alors ce billet est évidemment en référence à la crise du monde agricole et à la révolte des agriculteurs et notamment aux tentatives de blocage de certaines grandes villes ces derniers jours. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais donner quelques chiffres pour rappeler le bilan de l'agriculture française ces dernières années. Je vais citer un certain nombre d'éléments structurels qui expliquent la situation de crise de l'agriculture. Et dans un deuxième temps, une deuxième partie de la vidéo, je vais passer à l'analyse philosophique proprement dite, en nommant deux choses qui m'ont particulièrement marqué. La première concerne le langage médiatique, le langage journalistique, le langage idéologique qui a entouré le traitement de cette crise, et notamment le fait que le mot agriculture a eu tendance à être rabattu sur le monde de l'exploitation, du vocabulaire de l'exploitation agricole, en oubliant totalement le mot de paysan, de paysannerie, de monde paysan, ce qui n'est pas anodin, puisqu'en rabattant l'agriculture sur les simples notions d'exploitation, on est dans le vocabulaire du rendement, de la rentabilité, du volume d'exploitation, de la taille des exploitations, et on oublie toute une partie du problème. Puis le deuxième élément sur lequel mon analyse va porter, c'est sur cette révolte qui est tout à fait emblématique, puisque c'est une révolte de producteurs au sein d'un monde de consommateurs. Alors, pour celles et ceux qui seraient pressés, je vous conseille de passer à la deuxième partie de la vidéo, non pas que la première n'ait pas d'intérêt, au contraire, mais je vais énoncer quelques éléments structurels d'analyse de la crise, et leur ensemble est tentaculaire, et donc ça va paraître sans doute, peut-être pour certains, comme une litanie, une triste litanie, puisqu'elle concerne un monde en crise. Alors évidemment, les personnes qui sont le mieux placées pour parler du monde agricole, ce sont les agriculteurs eux-mêmes ou les spécialistes du monde agricole. Un bref bilan en préambule. Si on considère le monde agricole, on peut dire que ce qui le caractérise, c'est la mort programmée des petites fermes. Si on prend les 25 dernières années, on constate une diminution environ par deux, une division par deux du nombre des fermes. Donc c'est lié à un regroupement de la taille des exploitations, mais pas que. Il y a des terres qui ne sont plus exploitées, ni pour l'élevage, ni pour l'agriculture ou la production de denrées alimentaires. Certaines ont été reconverties dans la production de biocarburants ou d'autres choses. Si on prend toujours les 25 dernières années, il faut dire que le volume de la production agricole en France n'a pas augmenté. Ce qui concerne l'état des agriculteurs eux-mêmes, c'est dans une très grande majorité, j'allais dire dans une écrasante majorité des cas, dans une très grande majorité, des revenus nets faibles, voire très faibles, un endettement endémique, une difficulté à transmettre les exploitations en raison de cet endettement, de l'investissement structurel qu'il faut consentir et du faible coût de rentabilité des exploitations. Ça donne lieu à un grand désarroi, à un taux de suicide très élevé chez les agriculteurs. J'allais dire une exception ou quelques exceptions. Les céréaliers se portent généralement bien, les grands céréaliers se portent souvent très bien, et le monde viticole se porte en général pas mal. La viticulture échappe en grande partie au bilan négatif ou très triste du reste de l'agriculture française. Voilà pour ce bref bilan. Alors, quelques éléments qui énoncent des causes de cette crise du monde agricole. Alors évidemment, ce qui vient en premier à l'esprit, ce qui a fait les gorges chaudes ces derniers jours, ce sont évidemment les traités de libre-échange entre l'Union européenne et les pays qui sont à l'extérieur de l'Union européenne. On a beaucoup parlé du Chili, de l'Argentine, du Brésil, de l'Ukraine, de la Nouvelle-Zélande, des accords du Mercosur qui devaient être adoptés, qui sont prêts pour la signature,
et qui sont pour l'instant en suspens. Alors si on regarde le cas de la Nouvelle-Zélande, c'est vrai qu'on importe du lait de la Nouvelle-Zélande. Alors la Nouvelle-Zélande c'est aux antipodes par rapport à nous, donc du point de vue de l'empreinte carbone, ça n'est pas l'idéal, alors même que l'Union européenne fait profession de s'intéresser aux émissions carbone. On importe aussi, je crois, du poulet de Nouvelle-Zélande qui est congelé dans de l'azote liquide. Bon, ce sont des conditions de conservation qui ne sont pas du goût effectivement de consommateurs qui la plupart du temps aimeraient pouvoir consommer des produits de qualité. Il y a le cas du poulet ukrainien, on dit qu'il faut soutenir l'Ukraine dans son effort de guerre, mais il faut bien reconnaître que les fermes géantes d'Ukraine sont surtout détenues par quelques oligarques et que donc ces accords de libre-échange profitent non pas sans doute à la population ukrainienne, mais plutôt à une frange extrêmement marginale de cette population. On sait qu'une partie de l'Amazonie, quand elle est déforestée, sert à la production intensive de soja, j'en passe, et des meilleurs. Donc premier élément, ces traités de libre-échange qui mettent en concurrence, on va dire déloyale, les producteurs européens avec les producteurs extra-européens. Deuxième élément, les normes écologiques, qui elles aussi ne sont pas, plutôt elles non plus, ne sont pas partagées par les producteurs extra-européens. Ces normes écologiques, elles sont de bonne aloi, mais c'est le fameux problème des clauses miroirs dans les contrats de libre-échange et sur l'inégalité concurrentielle entre les producteurs. Il y a ensuite les normes administratives. Alors les normes administratives, pour s'en faire une idée, il suffit d'aller sur le site Europarl, europarl.europa.eu, on cherche quelques articles de presse. C'est vrai que ces normes administratives, alors moi j'appelle ça de la paperasserie, plus élégamment on peut dire que c'est de la bureaucratie éclairée. Ce sont des normes qui sont foisonnantes, qui à mon avis n'aident pas les agriculteurs qui doivent passer un temps considérable à se documenter sur ces normes. Il y a aussi évidemment l'organisation logistique du marché national. Une grande partie des denrées alimentaires passe par Rungis avant d'être redistribuées dans les différentes régions de France. Alors ça implique un surcoût totalement artificiel dans l'acheminement des marchandises. Il y a aussi évidemment cette question du rapport entre les vendeurs, ou plutôt les producteurs et les vendeurs, avec ce qu'on appelle la chaîne de valeur et tous les intermédiaires qui créent là aussi un surcoût. Et on peut penser notamment aux 4 grandes centrales d'achat qui sont en fait des oligopoles détenus par l'industrie agroalimentaire. Les agriculteurs ne vendent pas directement leurs denrées, aux centres commerciaux, aux grandes surfaces, qui certes fait une marge, mais ils passent par l'industrie agroalimentaire. C'est l'industrie agroalimentaire qui négocie avec le monde de la grande distribution. Ce sont les fameuses lois Egalim 1 et 2. Et il faut dire qu'elles font jouer ces 4 oligopoles la concurrence, c'est-à-dire qu'elles peuvent tout à fait dire à un agriculteur « Écoutez, moi j'ai des pommes qui viennent du Chili à 30 centimes, qu'est-ce que vous me proposez ?» Donc ce rapport de coopérative ou cette vente à la coopérative, elle pose un énorme problème, notamment pour les petits agriculteurs, avec aussi des aberrations, c'est-à-dire quand on ne rentre pas dans le quota qui est prévu par la coopérative, il faut détruire ce qui a été produit, et donc on voit... Vous connaissez peut-être ces scènes, des tracteurs qui roulent sur des melons. Il y a des gens qui seraient très heureux de consommer ces melons, mais il faut les détruire. Il y a ensuite tout ce qui concerne la fiscalité. Alors la fiscalité, c'est d'abord l'imposition. Ils sont imposés, les agriculteurs, aux bénéfices agricoles, donc ils ont une imposition sur les entreprises, ce qui paraît aberrant puisqu'ils ont souvent des revenus nets extrêmement faibles. Il vaudrait mieux qu'ils soient imposés au régime des sociétés. Ça paraît assez aberrant d'avoir des revenus à la fois très faibles et d'être quand même imposables. Une autre partie de la fiscalité concerne aussi les droits de succession pour transmettre les exploitations, sachant l'endettement endémique du fait de l'investissement matériel, du fait du coût de production et puis du coût du travail en France, puisqu'il y a des normes sociales importante et peut-être à juste titre. Il faudrait favoriser avec un régime d'exception la fiscalité des transmissions des patrimoines agricoles
pour qu'il y ait des repreneurs, notamment des repreneurs intrafamiliaux. La plupart du temps, les gens de la famille finissent par renoncer à reprendre l'exploitation familiale à regret souvent. Il y a aussi la non-représentativité, des syndicats agricoles. On a fait les gorges chaudes, on a beaucoup glosé sur la FNSEA et les jeunes agriculteurs. C'est vrai que c'est un cas emblématique, la FNSEA avec Arnaud Rousseau est difficilement représentative des intérêts des petits agriculteurs. Alors Arnaud Rousseau, il a fait l'European Business School, école contre laquelle je n'ai rien, mais qui ne prédispose pas au monde agricole tel que je l'entends du point de vue de la petite agriculture. Il a commencé dans le courtage, c'est-à-dire dans le trading de denrées alimentaires. Il exploite, souvent quand on regarde les articles de presse, on parle d'exploitation à juste titre, il exploite 700 hectares. Alors 700 hectares, c'est 7 km² avec son épouse, donc il n'est pas sur son tracteur, Arnaud Rousseau, voilà. Puis en plus, il a recours à des méthodes d'optimisation fiscale puisqu'il prend des parts dans des sociétés plutôt que d'acheter des fermes ou des extensions de terrain directement, ce qui lui permet de toucher ou de maximiser le montant de la PAC qu'il touche, et donc il touche proportionnellement à la taille de ce qu'il exploite, un montant de la PAC qui est très au-dessus de la moyenne des autres agriculteurs. Puis concernant les jeunes agriculteurs, si on regarde le parcours de leur ancien président Jérémy Deserle, qui a été président des jeunes agriculteurs de 2016 à 2019, eh bien, on constate qu'il a quitté son poste en 2019. Ça ne s'invente pas pour être inscrit sur les listes des élections européennes du mouvement macroniste. Alors on fait difficilement mieux du point de vue de la collusion avec le pouvoir en place et on peut difficilement dire qu'ils apparaissent légitimes pour défendre les intérêts des agriculteurs, notamment des petits agriculteurs, dans les négociations face au pouvoir ou pour mettre une pression notamment sur la question de la négociation des traités de libre-échange. Il y a tout un ensemble de problèmes, il y a aussi la PAC que je viens d'évoquer. Alors la PAC, on peut regarder sur Télépac, c'est public, à qui elle est attribuée. Elle est attribuée, j'allais dire, à des choses qui n'ont pas forcément de rapport avec l'agriculture et encore moins avec la petite agriculture, à des associations animalières. Alors moi j'aime beaucoup les animaux et les associations pour les animaux. J'ai un animal moi-même auquel je tiens beaucoup, mais je ne crois pas que ce soit la vocation de la PAC. La vocation de la PAC, c'était pour compenser justement, je dirais, l'inégalité du fait du surcoût lié aux normes écologiques, environnementales et sociales par rapport à des producteurs qui, eux, ne respectent pas à l'étranger ces normes. Et c'était pour compenser le manque à gagner, pour s'aligner du point de vue de la compétitivité, de la mise en vente des marchandises. Donc on ne peut pas dire que ce soit la vocation de la PAC, ça va aussi à des cantines scolaires. Pareil, je trouve ça très bien de favoriser la consommation de fruits et légumes, malheureusement souvent produits à l'étranger, mais ce n'est pas forcément la vocation de la PAC. Puis la PAC, elle va aussi à des chambres régionales de commerce, elle va à de grands viticulteurs dont les sièges sociaux sont à Paris. Donc la PAC et sa répartition est un véritable problème. Il y a évidemment d'autres problèmes. Il y a le problème de la monnaie. L'euro est évidemment une monnaie qui est trop chère par rapport à la production agricole. Et quand on a, je dirais, une agriculture qui coûte plus cher que d'autres agricultures, il y a une variable d'ajustement sur laquelle on peut jouer qui est justement le taux de change, la monnaie. Mais quand ce taux de change est fixe et qu'il est trop fort, eh bien évidemment, c'est dirimant pour l'agriculture. Puis enfin, je dirais le niveau de vie des Français, parce que les Français seraient tout à fait d'accord pour consommer de l'agriculture haut de gamme, de l'agriculture bio, de l'agriculture raisonnée avec très peu de pesticides. Mais le problème, c'est le niveau des rémunérations des Français et leur capacité d'achat de denrées agricoles coûteuses. Donc là, il y a aussi un problème qui relève tout simplement du niveau de vie des Français. Puis enfin, les choix politiques, parce que je crois que les politiques ne doivent pas se cacher derrière leurs petits doigts. J'ai parlé de l'Union européenne, des traités de libre-échange. Tout n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe, tout n'arrive pas comme une fatalité inexorable décidée par un destin cosmique. Je prends un exemple, si l'industrie textile française a été, entre guillemets, liquidée,
c'est un choix. Ça a été un choix politique. Quand on a ouvert le marché aux importations de textiles chinois, dans les négociations de libre-échange, la contrepartie, le deal, comme disent nos amis anglo-saxons, ça a été que, certes, on allait ouvrir le marché à l'importation aux produits textiles made in China, mais qu'en contrepartie, la Chine allait ouvrir son marché aux assurances européennes. Et en l'occurrence, les leaders des assurances étaient et sont toujours les grandes compagnies britanniques. Donc ça a été un choix, ça a été une décision de supprimer l'industrie textile française, il faut dire ce qui est, il faut assumer les choses. De même, les choix politiques, bon alors certains remontent aux années 50, la politique de remembrement ça a commencé dans les années 50, et c'est vrai que la loi d'orientation du 5 août 1960 sous De Gaulle a, je dirais, accentué ce mouvement qui a atteint son acmé dans les années 70. Alors la politique de remembrement, elle visait, je dirais, une agriculture qui se voulait entre guillemets raisonnée, avec un regroupement des parcelles, mais elle a impliqué de la monoculture, de l'agriculture intensive, elle a impliqué de combler souvent les anciens talus qui faisaient la distinction entre les différentes parcelles, de supprimer les haies. Et donc il ne faut pas s'étonner non plus d'avoir un facteur supplémentaire d'inondation quand on a fait de l'agriculture intensive sur de larges étendues de terrain. Voilà, tout ne tombe pas du ciel. Il faut quand même considérer qu'il n'y a pas une logique fatale, je dirais, du mondialisme ou du globalisme. Voilà, alors je pourrais continuer encore sur d'autres aspects. Je crois que c'est quand même un résumé qui permet de cerner quelques éléments structurels. Bon, les plus légitimes pour parler de ce monde, encore une fois, ce sont les agriculteurs. Une précision, le biais philo, avant que je passe à l'analyse philosophique et au cœur de l'analyse philosophique, le biais philo, ça n'est pas du journalisme, je ne fais pas un commentaire journalistique, ça n'est pas, comment dirais-je, pour créer de la polémique inutile, ça n'est pas non plus pour faire de la politique au sens, comment dirais-je, vain du terme, et encore moins pour faire de la récupération politique. C'est pour attirer l'attention sur des aspects d'une situation ou d'une actualité qui ne sont pas ou qui sont peu traités à travers l'univers médiatique ou l'univers des réseaux sociaux. Ce qui me permet justement de passer à cette deuxième partie du billet et à l'analyse philosophique proprement dite. Alors, premier point qui m'a frappé, c'est cette question du langage. Il y a une distinction entre paysans, agriculteurs, agricultrices, paysans, paysannes, agriculteurs, agricultrices et exploitants, exploitantes agricoles. Le vocabulaire n'est pas le même, la vocation qu'on donne à, j'allais dire, à la culture ou à l'exploitation entre guillemets des terrains n'est pas la même et je dirais elle n'est pas anodine, elle n'est pas innocente. Alors une fameuse considération de Karl Marx qui disait que finalement tout langage dominant dans une société à une époque donnée est le reflet des intérêts dominants. Et oui, tout système de production, quel qu'il soit, capitaliste ou non capitaliste, produit un langage, une vision du monde, une idéologie, dirait-on, qui est conforme à ses intérêts, qui est conforme au mode de production qui caractérise cette société. Et alors à cet égard, le langage traduit toujours des rapports de forces sociaux, une dynamique sociale ou un état des forces sociales. Alors pour ce qui concerne la domination du langage ou par le langage ou à travers le langage, il y a de nombreux procédés qui permettent de cerner cette domination. J'en cite trois, je vais me concentrer sur un seul puisque c'est un des trois aspects que je vais citer qui ont attiré mon attention dans la crise agricole actuelle. Le premier procédé, c'est ce qu'on appelle le jargon, la technicité du vocabulaire employé, le fameux langage d'expertise. Si vous avez un vocabulaire abscon, si vous avez un vocabulaire qui met dans un état de sidération la personne qui vous écoute, qui crée une certaine opacité, qui semble démontrer que le domaine dont vous parlez est trop difficile, trop spécifique, trop technique pour être traité, je dirais, par le tout venant ou par un non spécialiste, vous créez un effet d'autorité qui vous permet par un vocabulaire technique ou technicien d'imposer vos vues. Il y a un deuxième ressort de la domination par le langage, c'est l'ensemble des connotations implicites, des biais cognitifs, des associations d'idées qui sont charriées par un langage, par un discours, par une certaine rhétorique. Puis troisième élément qu'on peut citer, c'est l'euphémisation. Quand on exerce une violence sociale, réelle, symbolique, physique,
L'euphémisation permet évidemment de masquer cette violence, de la légitimer ou de la parer d'une apparence de légitimité. George Orwell, en son temps, s'était beaucoup intéressé à l'usage de la langue anglaise et à l'euphémisation qui permettait, comment dirais-je, de lisser, de gommer les aspérités d'une violence sociale ou politique. Alors je vais m'attacher au deuxième point que j'ai énoncé, qui sont ces biais cognitifs, cet ensemble de connotations, d'implicites du langage qui permettent d'orienter l'esprit, de lui donner une certaine tournure et de lui donner, je dirais, une inflexion qui l'oriente dans une certaine ligne de pensée pour aborder une situation, pour y réfléchir. Il y a un auteur qui est assez intéressant, qui est Alain Beer, B-I-H-R, qui a publié en 2007 un ouvrage qui s'appelle « La novlangue néolibérale ». Novlangue, c'est une référence à George Orwell. La novlangue néolibérale, la rhétorique fétichiste du capitaliste. Et Alain Beer, que dit-il? Il dit que dans le capitalisme actuel, il y a plusieurs procédés qui ont trait au langage et qui permettent de cerner un effet de domination, parmi lesquels l'inversion de sens ou l'oblitération de sens. Alors l'oblitération de sens, c'est la disparition, la mise sous le boisseau des mots ou du vocabulaire qui pourraient avoir une valeur subversive pour l'ordre social ou pour la dynamique sociale ou économique, en l'occurrence libérale. Je prends quelques exemples qui sont assez célèbres, je crois maintenant. Par exemple, il y a tout le vocabulaire journalistique sur la grève qui a pour but de disqualifier, déjà par principe ou a priori, un mouvement de grève. Si on parle de grogne, de prise d'otage, de grève sauvage, évidemment on induit une réaction répulsive de la part de l'auditrice ou de la part de l'auditeur. Quand vous parlez de grève sauvage pour parler de grève spontanée, les personnes se disent il y a une sorte de sauvagerie, de barbarie qui s'oppose à la civilité, au monde de la civilisation. Quand vous parlez de prise d'otage, évidemment, pour désigner un blocage, une prise d'otage, c'est une prise de corps, c'est une menace sur la vie, et évidemment ça fait naître une réaction impulsive, irréfléchie, imaginaire, même inconsciente, qui est défavorable évidemment, qui oriente l'esprit dans une réaction, je dirais, d'aversion. Et puis pareil, si vous désignez un mouvement de grève comme une grogne, vous le renvoyez du côté de l'animalité, du côté de l'inarticulé, du côté du mouvement d'humeur finalement, alors que souvent une grève, elle a des mots d'ordre, des revendications, des contestations, donc une réflexion, des raisons, un ensemble de considérations qui peuvent être mentionnées, qui peuvent être légitimes ou illégitimes, mais qui en tout cas sont de l'ordre de quelque chose qu'on peut articuler, et ce n'est pas simplement un grognement qu'on entend. Il y a aussi tout le vocabulaire autour des interlocuteurs sociaux, des partenaires sociaux pour désigner les syndicats patronaux et le monde du salariat, notamment les syndicats censés représenter le monde du salariat. Alors évidemment, ça remplace totalement le vocabulaire de la lutte des classes et puis ça induit l'idée que finalement il n'y a pas de conflictualité ou de divergence d'intérêts entre le monde du patronat, notamment du grand patronat, et le monde du salariat, notamment le monde du petit salariat, qu'il n'y a pas de divergence d'intérêts, qu'il n'y a pas de conflictualité, et ce qui impliquerait que l'État soit en rôle d'arbitre, soit en rôle de tiers, qui puisse arbitrer dans les négociations. Mais ça oriente plutôt vers une cogestion finalement des rapports sociaux, de la situation sociale entre la représentation patronale et la représentation du salariat. Voilà, ce sont quelques exemples qui sont devenus maintenant connus. Alors justement, ça me permet d'introduire la considération que je voulais mentionner à titre personnel. J'ai été beaucoup frappé par le fait qu'il n'y a jamais eu de prononcé, presque dans les différentes interventions que j'ai pu lire, que j'ai pu voir, que j'ai pu écouter, il n'a jamais été prononcé le mot de paysan. Alors je ne sais pas si ça a choqué quelqu'un, je ne sais pas si ça vous a choqué, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais quand même curieux. Alors peut-être que je suis passé à côté, il ne faut pas hésiter dans ce cas-là à m'indiquer des passages d'émissions où il a été question de monde paysan, de paysannerie, de paysans. Ça a peut-être pu m'échapper, je ne suis pas omniscient, loin de là, et puis je n'ai pas écouté tout ce qui s'est dit. Enfin, il y a une différence, comme je disais, entre paysans, agriculteurs et exploitants. C'est que si on liquide ou on oblitère le mot paysan, l'agriculture finit par être rabattue sur le monde de l'exploitation. C'est-à-dire sur l'ensemble des notions qui sont liées à l'exploitation, qui sont liées au rendement, à la rentabilité, à la productivité, au volume, à la taille des exploitations, etc.
ce qui n'est pas faux, qui est un élément très important sans doute du monde économique actuel, mais qui passe sous silence l'ancrage territorial et la valeur qui n'est pas que productive de l'agriculture. Alors le mot d'agriculteur est un très beau mot, ça renvoie à ager, le champ en latin, et cultura, donc colere en latin. Ce verbe, c'est d'abord cultiver son rapport au Dieu, puis c'est cultiver la terre, puis après c'est cultiver l'esprit. C'est Cicéron qui parlait de cultura animi, c'est le fait de cultiver son esprit, de le faire se développer. Donc c'est un beau mot, le mot d'agriculture, mais je dirais il ne faut pas oublier le mot de paysan. Pourquoi? Parce que c'est un rapport au pays. Alors pays, ça vient de pagus en latin, qui est une petite unité territoriale. On pourrait dire que c'est un canton, si on voulait traduire ça dans une unité territoriale qui est plus proche de nous. Le pays, c'est le terrain, c'est le terreau, c'est le terroir, c'est la terre, c'est le territoire. On fait souvent l'éloge du terroir, des appellations d'origine contrôlée, mais c'est ce qu'on appelait le pays. C'est aussi le paysage. C'est la façon dont l'agriculture s'ancre dans un paysage, façonne un paysage. Quand je parlais de l'agriculture intensive et du regroupement des parcelles, ça a mis fin à certains paysages de bocage, qui faisaient aussi la beauté, alors peut-être le caractère suranné ou désuet pour certains, mais qui faisaient aussi la beauté de certains paysages français. Et il y a toute, je dirais, un imaginaire, une imagerie autour du pays. Il y a des expressions anciennes qui sont maintenant peut-être vieillies. On dit « à vue de pays », ça veut dire « à vue de nez »,« au jugé », c'est-à-dire de façon à peu près. Puis il y a des phrases de la langue française qui sont magnifiques, qui formulent cet attachement au pays. « Avant que d'être à vous, je suis à mon pays », dit Curiace à Camille dans la pièce de Corneille, Horace, dans l'acte 2, scène 5, si mes souvenirs sont bons. Vous savez, cette pièce raconte le conflit entre deux familles, les Horaces et les Curiaces. Une famille est romaine, l'autre est une famille albaine. Il y a des mariages croisés et ils vont devoir s'affronter. Et Curiace dit à Camille son attachement à Albe, qui est sa ville d'origine. Évidemment, ça peut paraître comme une trahison par rapport à sa femme qui est romaine, mais il lui dit « avant que d'être à vous, je suis à mon pays ». Voilà, donc ce beau mot de pays, j'aimerais qu'on ne l'oublie pas, pas simplement pour désigner la nation, mais pour désigner le terreau, le terroir. Voilà, c'est un peu un credo personnel. Je pense qu'il est partagé, ce credo, par beaucoup, je l'espère. Vous n'avez qu'à me le dire en commentaire. Si vous êtes d'accord, ça me permettra de me sentir un peu plus conforté. Et puis le deuxième aspect d'analyse philosophique que je voulais mentionner à titre personnel, c'est ce caractère étrange, emblématique et tellement symbolique d'une révolte de producteurs dans un monde de consommateurs. Alors, il est vrai qu'on peut tous se dire producteurs. Moi, je produis actuellement une vidéo, si vous voulez, effectivement. Et toute personne, même un financier, produit une plus-value en faisant de la spéculation. Donc on peut dire que tout est production. Dès qu'il y a un effort intellectuel, on produit un effort, etc. Mais il faut bien dire qu'en France, le domaine de la production au sens fort du terme a diminué au profit du tertiaire, au profit des emplois de service. Le monde de la production au sens fort, tel que je l'entends et qui est la définition de la production traditionnelle, c'est la production artisanale, c'est la production industrielle, c'est la production agricole, qui renvoie à la question en plus de la souveraineté alimentaire d'un État. Donc ça, ce sont des questions qui sont lourdes, qui sont imposantes. Quand on ne produit pas de denrées, si jamais il y a une crise mondiale du fret ou de la logistique, on l'a vu dans le cas du Covid au sujet des médicaments, quand on ne produit pas de médicaments, on ne produit pas de médicaments. Ce n'est pas, je veux dire, une activité de service qui va remplacer une absence ou un défaut du monde de la production. Donc certes, tout est production et en même temps, le secteur de la production, c'est quand même quelque chose de particulier. Ça fait penser à cette distinction qui a été beaucoup mise en valeur par le sociologue Christophe Guilluy, cette opposition entre les grandes métropoles, qui sont des métropoles dédiées majoritairement, dans une écrasante majorité au tertiaire, aux emplois de service, ces métropoles mondialisées qui ne produisent rien, mais qui consomment des produits qui, eux, sont produits dans le monde entier, et puis ce qu'on appelle la France périphérique, qui produit encore quelque chose, si j'ose dire, du point de vue de l'artisanat, du point de vue de l'industrie, du point de vue de l'agriculture ou des denrées alimentaires. Et donc on a cette division mentale, imaginaire, entre des personnes qui vivent dans des métropoles. Oui, pardon, je reprends, j'ai été coupé, ma vidéo est trop longue. Je termine. On a cette division mentale, imaginaire, entre des personnes qui sont coupées du monde de la production, mais qui bénéficient de cette production, et ce monde de la production, notamment de la petite production, qui se meurt
dans un marché de libre-échange au profit notamment de métropoles mondialisées. Ce qui est rassurant, je trouve, c'est que ces grandes métropoles finalement ont été relativement solidaires et compréhensives de ce monde agricole. Et je trouve que c'est un facteur tout de même rassurant malgré cette division mentale, imaginaire et cette division presque existentielle entre ces métropoles et ce monde périphérique. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.